Alors je souhaite que tout le monde va bien. Aujourd'hui je vous propose un cours sur l'automate programmable industriel. Alors pour matérialiser un graph-set, on peut le faire de deux façons différentes. La première approche, c'est l'approche logique câblée, avec la méthode câblée. Alors cette façon, elle est basée sur l'utilisation des bascules. Il est très simple et adapté à des petits systèmes figés. Ça veut dire, si vous avez à faire un système de commande dont vous n'avez pas l'intention de changer un jour, vous pouvez utiliser, vous pouvez adapter cette solution du fait que vous n'aurez pas besoin un jour de le modifier. La deuxième approche ou la deuxième méthode, c'est la méthode programmée. Ça veut dire que vous allez utiliser un élément programmable tel que un ordinateur, un microcontrôleur ou un automate programmable qu'on va adapter, on va utiliser dans notre cas. Alors cette solution a l'avantage d'être flexible ou évolutif. Ça veut dire que à chaque fois vous pouvez changer le fonctionnement de votre système tout en changeant le programme que vous avez chargé dans votre élément programmé. Alors revenons sur la logique câblée. La logique câblée, tout simplement, comme on a dit, il se base sur l'utilisation d'une bascule RS. Je rappelle ici la table de fonction d'une bascule RS. Donc vous avez 0,0 mémorisation. La sortie garde l'étape précédente. Si vous avez 0 sur R et 1 sur S, c'est la mise à 1. Si vous avez 1 sur R et 0 sur S, vous avez la mise à 0. Et vous avez l'état indéterminé ou l'état interdit lorsque vous avez R est égal à S est égal à 1. Dans ce cas-là, on a un problème dans l'utilisation habituelle. Mais dans notre cas, on va exploiter cet état. Ça veut dire R est égal à 1, S est égal à R est égal à 1, S est égal à 1, pour choisir une bascule qu'on nomme la bascule RS priorité reset. Ça veut dire tout simplement, lorsque vous avez R est égal à S est égal à 1, vous avez la sortie, il est forcé à 0. Alors pour matérialiser un graph-set, on associe à chaque étape une bascule RS. Alors si on prend une partie quelconque d'un graph-set qui peut être représentée ici par deux étapes successives à travers une réceptivité ou une transition TI plus 1. Si vous avez par exemple ici l'étape I, ici l'étape I plus 1, entre les deux vous avez une transition auquel on a associé une réceptivité RI plus 1. Alors pour évoluer, je rappelle ici, pour évoluer de l'étape I vers l'étape I plus 1, il faut que l'étape I soit active et la réceptivité ici RI plus 1 soit vraie. Dans ce cas-là, vous allez activer l'étape I plus 1 et désactiver l'étape précédente qui est l'étape I. Alors on a dit que à chaque étape, on va associer une bascule RS. Donc à l'étape I, on va associer la bascule RS I. Et à l'étape I plus 1, on va associer la bascule RS I plus 1. Alors, vous remarquez que si la sortie de la bascule I, elle est associée ou il est réuni avec la réceptivité par une porte E. Ça veut dire tout simplement, pour que la sortie de la porte E, qui est l'entrée S de la bascule suivante, est égale à 1, il faut que la sortie de la bascule I est égale à 1 et la réceptivité RI plus 1 est égale à 1. Et c'est parfaitement ce qu'on a dit pour les
les étapes du graphe 7. Alors pour que l'étape suivante I plus 1 soit active, il faut que l'étape précédente I soit active et la réceptivité soit vraie. Alors dans ce cas-là, donc si vous avez la sortie de la bascule I est égale à 1 et la réceptivité est égale à 1, vous allez activer la bascule I plus 1. Et vous allez remarquer ici que la sortie de la bascule I plus 1, elle est réinjectée vers l'entrée R de la bascule I. Tout simplement pour forcer la bascule I à 0. Même si S reste égal à 1, on aura 1 sur R et 1 sur S, et vous avez R est égal à S est égal à 1, vous avez une bascule à priorité reset, donc la sortie va passer à 0. Donc on aura parfaitement une activation de l'étape suivante et une désactivation de l'étape précédente. Alors pour le long d'un graphe 7, on va faire la même chose. Donc pour chaque étape, on va associer une bascule correspondante. Donc ici pour l'étape 0, on a fait correspondre la bascule 0, 1, la bascule 1, l'étape 2, la bascule 2, et pour l'étape 3, on a donc le nombre de bascules sera égal au nombre d'étapes de notre graphe 7. Et bien sûr, la sortie de chaque bascule va être réunie à travers une porte A avec la réceptivité correspondante. Donc ici, le départ cycle, ici dans notre cas, on va matérialiser le graphe 7 qui décrit le fonctionnement d'un feu de croisement qui contient 4 étapes. Donc l'étape 1, il va activer le feu vert. L'étape 2, il va activer le feu orange. Et l'étape 3, il va activer le rouge. Et bien sûr, pour passer de l'étape 1 à l'étape 2, il y a une temporisation de 6 secondes. Pour passer de l'étape 2 à l'étape 3, il y a une temporisation de 2 secondes. Et pour revenir à l'étape initiale, on a une temporisation aussi de 8 secondes. Donc voilà, donc vous remarquez que les sorties de chaque bascule, il est réuni avec la réceptivité, avec une porte A. Et bien sûr, la sortie de chaque bascule, elle est réinjectée vers l'entrée R de la bascule qui la précède. Et pour activer, bien sûr, les préactionneurs ou les actionneurs, donc on a pour chaque sortie de la bascule qui correspond à l'étape concernée, on va commander avec l'actionneur correspondant. Donc, par exemple, pour l'étape 1, il faut allumer la lampe verte. Donc ici, on commande la lampe verte avec la sortie de la bascule 1. Alors, pendant l'étape 2, il faut allumer la lumière orange. Donc, la sortie de la bascule 2 alimente ou commande la lampe orange. Et finalement, l'étape 3 correspond à l'allumage de la lampe rouge. Ici, la sortie de la bascule 3 commande la lampe rouge. Voilà. Alors maintenant, passons pour voir qu'est-ce que c'est qu'un API ou un automate programmable industriel. Alors au niveau structure, vous remarquez ici qu'il est constitué de l'unité centrale, d'une mémoire, de deux modules, un module d'entrée et un module de sortie, une alimentation bien sûr, et une console qui permet la programmation, et bien sûr le bus à travers lequel circulent les données du ou vers l'unité centrale. Ça veut dire que les données au sein de l'automate, ils sont véhiculés ou sont manipulés à travers les bus. Alors pour la mémoire, il permet de recevoir les informations issues des entrées qui sont généralement des capteurs, et aussi ils peuvent être des informations issues
l'opérateur. Il permet aussi de recevoir les informations générées par le processeur lui-même et destinées à la commande des sorties, des valeurs des sorties, des temporisations, etc. Et la mémoire aussi permet de recevoir, de conserver le programme, bien sûr, que l'opérateur écrit, et c'est lui qui décrit c'est à travers ce programme qu'on décrit le cycle de fonctionnement. Alors pour l'unité de traitement, c'est l'unité qui permet de faire des opérations arithmétiques et logiques, permet de faire des lectures, des écritures, manipuler les données à partir de la mémoire, bien sûr. Il manipule ces données à travers le bus qui le lie avec les mémoires ou les autres organes. Alors pour les intervalles d'entrée-sortie, alors ce sont des éléments qui permettent l'interfaçage entre l'API et l'extérieur, que ce soit en entrée, que ce soit en sortie. Et il se présente généralement sous forme d'interface modulaire. Ça veut dire qu'on peut ajouter suivant les besoins. On peut soustraire, on peut ajouter suivant le besoin. Alors pour les interfaces d'entrée, ils sont, comme le nom l'indique, ils sont des interfaces qui concernent les informations entrantes. Alors ils ont pour fonction de recevoir les signaux logiques provenant du capteur et même des opérateurs. Alors traiter ou conditionner ces signaux qui sont les informations et les mettre en forme, éliminer bien sûr les parasites, tout ça, et réaliser une isolation électrique entre la partie commande et la partie opérative. C'est ce qu'on appelle une isolation galvanique pour des raisons de protection, du fait que l'alimentation de la partie commande est généralement très grande relativement à l'alimentation de l'unité ou de la partie commande. Alors pour la présentation, la manipulation des entrées, alors généralement les entrées sont désignées par un symbole qui contient un I ça veut dire input, ça veut dire entrée, et des indices IJ. Le I ça indique le numéro du module utilisé et le J ça indique l'entrée, parce que chaque module peut contenir plusieurs entrées. Alors dans notre cas ici, vous avez l'entrée I03, tout simplement, veut dire que ici il s'agit de l'entrée numéro 3 qui appartient au module numéro 1. Alors pour l'interface de sortie, c'est parfaitement la même chose. Alors les interfaces de sortie ont pour fonction de commander les préactionneurs, ça veut dire envoyer les commandes aux préactionneurs, et les éléments de signalisation du système. Ils permettent aussi d'adapter les niveaux de tension de l'unité de commande à celle de la partie opérative du système, en garantissant une isolation galvanique entre ces deux. Donc la même chose, il est pour des raisons de protection, on isole physiquement la partie opérative de la partie commande au niveau de la sortie, et ceci il est réalisé par l'interface de sortie. Alors au niveau représentation, ils sont représentés avec ce symbole là. Donc vous avez Q pour indiquer qu'il s'agit d'une sortie, le I, le J, le I ça indique le module aussi, le J ça indique la sortie. Donc si vous avez Q13, tout simplement il s'agit de la sortie numéro 3 située sur le module numéro 1. Et ici bien sûr ce symbole là il est relatif à la société qui utilise, il est relatif au constructeur de la machine. Concernant le symbole, tout simplement, le symbole il est relatif au constructeur. Alors puisqu'on utilise le télémécanique, donc le constructeur il propose le signal, le symbole pourcentage. Alors cycle d'exécution d'un automate. Alors durant son fonctionnement, un API exécute le même cycle de fonctionnement qu'on appelle cycle automate.
Alors la durée du cycle, elle est typiquement de 1 à 50 millisecondes. Donc pendant le cycle, l'automate il effectue des opérations bien définies et ce sont des opérations qui se répètent. Alors les opérations qui sont effectuées par un automate au cours d'un cycle, c'est au début c'est la lecture des données, des entrées issues des capteurs ou de l'opérateur, exécuter le programme avec les valeurs lues sur les entrées et après faire la mise à jour des sorties, bien sûr, après l'exécution du programme avec les nouvelles données. Alors une fois terminé, il revient à l'étape initiale, au début du cycle pour faire la même chose, lire les entrées, exécuter le programme et faire la mise à jour. Bien sûr, ce cycle il se répète continuellement avec une période de à peu près 1 milliseconde. Pour un fonctionnement bien sûr typique. Alors, pour la programmation, pour programmer un API, il y a 3 langages de programmation. Il y a le langage à contact, ce qu'on appelle le langage ladder. Il y a le langage liste d'instructions ou instruction liste, ce qu'on appelle aussi IL. Et finalement, il y a le langage graph7 ou le SFC. Alors, pour le langage ladder, tout simplement, c'est une succession de contacts véhiculant les informations logiques depuis l'entrée vers la sortie. C'est donc une simple traduction du circuit de commande électrique. Alors, pour illustrer cette notion, vous avez ici un circuit électrique qui présente un élément K, peut être un relais, commandé par 3 éléments de commande, S1, S2, S3. Alors bien sûr, ces éléments de commande ils sont disposés comme ça. Donc le S1 il est en parallèle avec S2 en série avec S3. Donc ce qui est en série, ils sont réunis par l'opérateur logique A. Et pour ce qui est en parallèle, ils sont réunis par l'opérateur logique O. Alors la sortie K, elle va être active, il va être alimenté ou active lorsque il y a deux façons, il y a deux cas possibles. Soit que vous activez S1 parce que l'élément sera mis entre plus et le moins, soit que vous allez activer ou actionner S2 et ne pas actionner S3. Donc pour la programmation en ladder, si on s'amuse à programmer ce petit circuit à l'aide d'un API, donc on peut choisir par exemple pour S1 l'entrée I01, pour l'entrée 2 I00, pour l'entrée S3 le I02, et pour la sortie on va choisir le Q01. Donc on va disposer ces éléments de la même façon que pour un circuit électrique. Donc le I00 et le I02 ils sont disposés en série en parallèle avec l'élément d'entrée I01. Alors la sortie elle est là. Donc la sortie sera active. On peut utiliser ici la lettre S pour dire qu'il faut activer SQ00. Donc on va activer Q00 si vous avez I00 et non I02 ou I01. Donc de la même façon, ce qui est en série, il va être lié par l'opérateur A. Ce qui est en parallèle va être lié par, ou les éléments qui sont en parallèle vont être liés par l'opérateur O. Donc c'est très simple, c'est la même chose ici pour le langage ladder. Alors essayons de prendre un exemple et on va essayer de prendre un exemple pour voir comment pouvoir programmer notre automate programmable qui va bien sûr commander notre système. Alors dans notre cas, on va choisir le système de perçage qu'on a déjà étudié la leçon précédente. Alors il s'agit d'un graph7
qui possède 5 étapes. C'est un graphe set linéaire, donc vous avez 0, 1, 2, 3, 4 et vous revenez à l'étape initiale. Alors l'étape 1, vous effectuez l'action serrage. L'étape 2, vous effectuez 2 opérations simultanées, rotation du moteur et descente du verra. L'étape 3, vous avez une action montée. Et l'étape 4, vous avez l'action descente. Et entre, bien sûr, les étapes, il y a des capteurs qui permettent d'envoyer, qui permettent des capteurs qui permettent de capter des informations sur l'évolution du cycle de fonctionnement. Alors, tout d'abord, il faut choisir pour chaque capteur ou élément de commande la sortie sur l'API. Et la même chose pour les sorties, vous allez choisir les sorties pour chaque élément de commande, sortie. Donc ici on va choisir pour départ cycle l'entrée I01, pour pièce serrée on va choisir I02, pour pièce percée on va choisir I03, retour effectué I04, desserrage effectué I05. Alors pour les étapes, on va leur faire associer une variable qu'on appelle une variable automate. Donc l'indice et le numéro de l'étape. Donc vous avez x0 pour l'étape 0. Donc la variable automate x0, il est associé à l'étape 0. La variable automate x1, il est associé à l'étape 1, etc. Alors pour le serrage, bien sûr le serrage il est effectué par le verra VS. Alors ce verra il sera commandé pour effectuer le serrage par la sortie Q11. Alors la rotation du moteur, pour pouvoir faire tourner le moteur, il faut activer la sortie Q12. Pour faire descendre VM, il faut activer la sortie Q13. Pour faire monter le verra VM, il faut activer la sortie Q14. Pour desserrer, il faut activer la sortie Q15. Alors, essayons de voir maintenant comment écrire notre programme en langage ladder. Alors, de la même façon, je vais vous parler comment passer de l'étape I à l'étape I plus 1. Alors, comme on avait pour la matérialisation du graphe 7, lorsqu'on a utilisé les bascules, on a dit que si l'étape I est active, et si la réceptivité suivante est vraie, alors ça donne l'activation de l'étape suivante I plus 1. Et automatiquement, il donne la désactivation de l'étape précédente I. Alors ici, la même chose. Alors pour activer, si on parle ici de l'évolution entre l'étape 0 et l'étape 1, alors la variable automate qui correspond à l'étape 0 c'est x0 et la variable automate qui correspond à l'étape 1 c'est x1. Alors pour activer l'étape 1, il faut que I01 soit actif. Alors le I01 ça correspond à départ cycle. Donc cette entrée elle est liée à départ cycle. Et bien sûr x0 c'est la variable automate associée à l'étape 0. Donc puisqu'ils sont en série, alors pour activer la variable automate x1 qui est associée à l'étape 1, il faut que I01 soit actif et x0 soit actif. Alors l'activation de l'étape 1, autrement dit l'activation de la variable automate x1, donne la désactivation de l'étape précédente qui est x0. Donc voilà, donc ce petit programme correspond à l'évolution entre l'étape 0
et l'étape A. Pour activer XA, il faut I0A et X0. Alors l'activation de XA dans la désactivation de X0. Voilà, donc ça sera la même chose pour les autres. Alors vous allez remarquer que chaque deux lignes, ils vont correspondre à l'activation, le passage entre deux étapes successives. Alors ici, le passage entre l'étape 0 et l'étape A. Donc, pour activer l'étape A, I0, il faut I0A actif, X0. Alors, pour désactiver ici, il faut un R. Pour désactiver X0, il faut que XA soit actif. Donc, I0A et X0, ça donne l'activation de XA. XA actif, pardon, ça donne la désactivation de X0. Alors, pour les deux lignes qui suivent, donc, vous avez I02 et XA, donc la réceptivité I02 et la variable automate XA, s'ils sont deux actifs, ça donne l'activation de l'étape suivante qui est X2. L'activation de l'étape X2, ça donne la désactivation de l'étape précédente qui est XA. Donc R, ça veut dire reset. Donc ça, c'est ces deux lignes, ça représente l'évolution entre l'étape A et l'étape 2. Alors les deux lignes qui suivent, ils vont représenter l'évolution entre l'étape 2 et l'étape 3. Donc I0, 3 et X2, ça donne l'activation de X3. L'activation de X3, ça donne la désactivation de X2. Ainsi de suite, donc c'est la même chose, des choses qui se répètent. Donc ici, l'évolution entre l'étape 3 et l'étape 4. Voilà, donc vous avez I04 et X3, ça donne l'activation de X4. Et l'activation de X4, ça donne la désactivation de X3. Alors ici, en dernier lieu, vous avez l'évolution entre l'étape 4 et l'étape initiale 0. Donc vous avez I05 et X4, ça donne l'activation de X0. Et l'activation de X0, ça donne la désactivation de X4. Alors pour le traitement postérieur, c'est tout simplement la partie du programme qui permet l'activation des sorties. Alors au cours de chaque étape, vous avez une action donnée qui lui correspond. Et bien sûr, pour chaque action, il est bien sûr effectué, chaque action il est effectué par un actionneur ou un pré-actionneur. Donc vous avez ici l'étape XA. Lorsque la variable automate XA est active, il va activer ici QA1. Si la variable d'étape X2 ou la variable automate X2 est active, donc il va activer deux sorties en même temps, donc la sortie Q12 et la sortie Q13. Si vous avez la variable automate X3, bien sûr que correspond à l'étape 3, s'il est actif, donc il va activer la sortie qui correspond à cette étape qui est Q14. Et finalement, la variable d'étape X4 est active, donc il va activer la sortie Q15. Alors bien sûr, ça c'est, il commande le verre à serrage, celui-là il commande le moteur, celui-là il commande le verre VM pour le faire descendre, et Q14 c'est pour desserrer, pour faire monter le verre vers le haut, pour dégager la tête de perçage, et Q15 c'est pour desserrer la pièce. Et Q15 ça commande le verre de serrage, pour le desserrer. Voilà, donc ça c'est le programme en ladder
qui permet de contrôler le système perçage ou la perceuse. Alors, ceci est dit pour le langage ladder. Maintenant, on va parler du langage IL. Alors, pour la description de ce langage, alors il est constitué par des opérations qui décrivent des instructions mnémoniques, ça veut dire qu'ils utilisent des abréviations. Bien sûr, ils donnent une signification en quelque sorte. Lorsqu'on parle de LD, ça veut dire on parle de load. Ça provient du terme load. Donc, c'est pas un langage graphique, mais c'est un langage qui est écrit avec des instructions qui sont des abréviations de quelques commandes bien définies. Alors, le tableau qui va suivre, il va donner une description de la majorité des instructions utilisées par l'API, notre API, donc le LD avec une opérande qui s'écrit à côté. Ça permet de lire une entrée ou une variable interne. Donc l'opérande qui va être indiquée après load, ça sera tout simplement le nom d'une entrée ou le nom d'une variable interne. Donc load n, elle permet de lire l'inverse d'une entrée ou d'une variable interne qui sera mentionnée comme opérande. Ça veut dire qu'il va être indiqué après l'instruction LDN. Le AND, il permet de faire l'opération logique entre le résultat de l'instruction qui précède cette instruction, sur le programme bien sûr, et l'état de l'opérande, et l'état de l'opérande qui sera indiqué après l'instruction. Le AND N, ça fait la même chose, tout simplement. Il va faire l'opération et avec le résultat de l'instruction précédente et de l'inverse de l'état inverse de l'opérande. La même chose pour OR, ça fait la même chose tout simplement ici qu'il s'agit d'une opération OU. OR N, c'est la même chose, sauf qu'ici, au lieu de faire l'opération OU avec l'opérande, il fait l'opération ou entre le résultat de l'instruction précédente et de l'inverse de l'état de l'opérande qui sera indiqué après l'instruction. Alors le N, c'est tout simplement négation du résultat de l'instruction précédente, c'est-à-dire on complémente le résultat issu de l'instruction qui précède l'instruction N. Le ST, l'opérande associée indiquée après l'instruction prend la valeur du résultat de la zone test. Ça veut dire le résultat de l'instruction qui précède ST. Le STN, l'opérande indiqué ici après l'instruction, il prend la valeur inverse du résultat de la zone test. Alors le S, l'opérande associé est mis à 1 lorsque le résultat de la zone test est égal à 1. Le R, l'opérande associé est mis à 0 lorsque le résultat de la zone test est à 1. Alors la différence entre ST et S, alors la première, l'opérande prend la valeur du résultat de la zone test, qu'il soit 0 ou qu'il soit 1. Alors qu'ici, c'est une instruction qui affecte une valeur 1 à l'opérande si bien sûr la zone test est égale à 1. Ici, c'est une instruction qui affecte la valeur 0 à l'opérande qui est indiquée après l'instruction si la zone test est égale à 1 toujours. Et finalement, l'instruction AND, ça permet de faire terme au programme. Alors pour illustrer encore plus le sens de ces instructions, on va bien sûr donner un exemple de programme en IL pour bien comprendre comment
utiliser ou manipuler ces instructions. Alors, comme principe de base, on revient sur le petit circuit qu'on a déjà étudié. Il s'agit d'un petit circuit qui permet la commande d'un relais K avec 3 éléments S1, S2, S3. Alors on va choisir toujours pour S1 l'entrée I01, S2 I00, S3 I02. Pour K, on va choisir la sortie Q00. Alors pour pouvoir programmer ce petit système à l'aide d'un automate, alors on va utiliser ces 4 instructions. Alors load I00, ça veut dire lire l'état de l'entrée I00. Alors le I00, c'est l'état de S2. Après avoir lu l'état de cette entrée, on va faire l'opération et entre l'état de cette sortie et l'inverse de l'état de I02 qui est le S3. Alors, le résultat final de cette instruction, l'automate va faire l'opération OU avec l'état de l'entrée I01 qui est le S1. Alors, si le résultat est égal à 1, il va activer la sortie Q00. Et c'est parfaitement le fonctionnement de petit système. Le cas, il est actif si vous avez SA ou SA et S3 bas. Alors maintenant, passons pour faire le programme qui correspond toujours au système qu'on a, l'exemple du système qu'on a donné, c'est la perceuse automatique. Alors, vous allez remarquer sur le programme qu'il y a des lignes qui se répètent. Alors, ces 4 lignes, ils vont se répéter plusieurs fois. Alors, essayons de lire ces 4 lignes et ce qui suit, ça se répète de la même façon. Alors, la première ligne, LD I01, ça veut dire lire l'état de l'entrée I01. Ici, ça correspond à l'état de départ cycle. Donc, on lit l'état de I01. On va faire l'opération et entre l'état de I01 et l'état de la variable automate X0 qui correspond à l'étape 0. Alors, le résultat, si le résultat il est égal à 1, ça veut dire que si les deux variables, ça c'est une variable d'entrée et ça c'est une variable automate. Si les deux variables ils sont à 1, donc le résultat ce sera égal à 1. Dans ce cas-là, on va activer l'étape suivante qui est X1 et on va désactiver l'étape précédente qui est X0. Donc, alors ces 4 lignes, ça représente le passage entre l'étape 0 et l'étape 1. Alors, pour le passage entre l'étape 1 et l'étape 2, alors il va être décrit par ces 4 instructions et ce sera la même chose. Donc, ici, c'est le passage entre l'étape 1 et l'étape 2. Donc, on va lire LD I02 qui correspond au capteur pièce serrée et faire une opération logique et entre l'état de I02 et l'état de la variable automate X1. Alors, si le résultat est égal à 1, est actif, on va faire deux choses. On va activer X2 et on va désactiver X1. Ça veut dire on va donner 1 à la variable automate X2 et on va donner la valeur 0 à la variable automate X1. Autrement dit, c'est activer X2 et désactiver X1. Alors, ces 4 lignes qui suivent, ici vous avez 2, et on continue ici. Donc, ici, ça correspond à l'évolution entre 2 et l'étape 3.
Alors ici, la même chose, c'est 4 lignes, c'est entre l'étape 3 et l'étape 4. Donc vous avez load I04, faire l'opération et entre l'état de I04 et la variable automatique x3. Alors si le résultat est égal à 1, vous allez activer la variable automatique x4, vous allez désactiver la variable automatique x3. Et finalement, les 4 lignes qui suivent, c'est pour évoluer entre l'étape 4 et l'étape 0. Alors, c'est pas encore terminé, il faut positionner les sorties. Alors, le traitement postérieur, alors il va décrire l'activation des sorties. Alors, continuellement, l'automate, il va lire la variable d'état x1. Une fois l'étape x1 est active, est égal à 1, il va activer la sortie Q1. C'est bon? Donc ces deux lignes, c'est pour activer l'étape x1. La sortie Q1A qui correspond à la sortie Q1. Alors les 3 lignes qui suivent, elles permettent de lire la variable automate x2. Une fois cette variable est active, ça veut dire l'étape x2 est active, il y a deux actions. Il y a l'activation de la sortie Q1.2 et l'activation du Q1.3. Et si vous vous rappelez, Q1.2 c'est pour activer, pour faire tourner le moteur, et Q1.3 c'est pour faire descendre le vérin qui porte la tête de perçage. Alors, la même chose ici pour ces deux. Alors, LD lire X3. Alors, si X3 est active, si la variable automate X3 est active, il faut activer la sortie Q1 4. Et finalement, vous avez ces deux lignes qui permettent d'activer la sortie Q1 5. Et si vous vous rappelez Q1 5, c'est pour desserrer la pièce. Donc, une fois l'étape 4 est active, la variable automate X4 est active, vous allez activer la sortie Q1 5 et 1 pour faire terme votre programme. Voilà, donc on a pu écrire notre programme à l'aide du langage IL. Alors pour le troisième langage, le langage Graph7. Alors ici on vous décrit les étapes à suivre pour pouvoir écrire un programme à l'aide du Graph7. Donc vous avez trois étapes. La première, c'est commencer par construire graphiquement le Graph7. Vous aurez sur la console de programmation un environnement ou une zone de programmation qui vous permet de construire votre Graph7 avec les étapes, les transitions, tout ça, comme si vous le tracez sur votre feuille, votre cahier. Alors une fois terminé, il faut traduire les réceptivités soit en langage IL, soit en langage ladder. Alors la programmation des actions se fait dans le traitement postérieur, soit en langage ladder, soit en langage IL. Et bien sûr, le langage Graph7 permet l'activation, la désactivation des étapes automatiquement parce qu'il les identifie automatiquement. Là, on va voir un exemple pour illustrer ces notions-là. Alors, on va essayer d'écrire le programme en Graph7, en langage Graph7 de notre perceuse automatique. Alors, si vous remarquez ici qu'on a repris le Graph7, on a tracé notre Graph7 comme d'habitude avec ces étapes-là. Étape 0, 1, c'est un Graph7 linéaire. Et ici, on a soit qu'on traduit ces réceptivités en langage IL, en langage ladder, c'est-à-dire on indique ici le capteur concerné, soit on le traduit en langage IL. Donc, en notre cas, il s'agit d'une lecture
d'une entrée, la lecture d'entrée. Donc on va utiliser le LD, le LD, le LD I0, I0A. Ça veut dire ici, on dit que cette réceptivité correspond à une lecture de l'entrée I0A pour pouvoir évoluer dans le graphe 7. Alors pour le traitement, la même chose pour les autres réceptivités, vous faites la même chose, mais soit que vous choisissez le langage ladder, soit que vous choisissez le langage IL. Alors pour le traitement postérieur, c'est la même chose, soit vous l'écrivez en IL, soit vous l'écrivez en ladder. Donc vous remarquez qu'ici que vous lisez l'étape, la variable automate x1. Une fois il est actif, vous activez la sortie correspondance Q11. Ici vous lisez x2. Une fois il est actif, vous activez deux sorties Q12, Q13. Ici vous lisez x3. Une fois il est actif, vous activez la sortie Q14 et ainsi de suite. Enfin, soit que vous l'écrivez avec le langage ladder. Donc vous remarquez que il est ici x1. Une fois il est actif, vous activez ici la sortie Q11. x2, la variable d'automate, une fois il est activé, il va activer les deux sorties Q12 et Q13. Et la lecture de la variable automate x3 correspond à, une fois il est actif, il va activer la sortie Q14. Et la variable automate x4, une fois il est activé, il va activer la sortie Q15. Voilà, donc on a pu écrire trois programmes. Le premier avait en langage ladder, le deuxième en langage IL et le troisième en langage graphe 7. Alors pour la suite, on va essayer de voir comment fonctionnent les timers dans un API. Alors un temporisateur, ce qu'on appelle aussi timer, a pour fonction de retarder une action. Alors dans un API, on dispose généralement de trois types de temporisateurs. Le plus utilisé, c'est le temporisateur ou le temporisateur, et c'est le temporisateur qu'on va utiliser dans notre cas. Alors le temporisateur temps est lancé une fois l'étape correspondante est lancée. Alors, une fois il est lancé, il retarde. Alors, supposons qu'il est lancé à cet instant-là. Donc, vous remarquez qu'à partir de cet instant, il compte une durée de n fois tp, avec n le nombre choisi par l'utilisateur suivant la temporisation voulue. Et le tp, c'est une caractéristique du temporisateur. Ça correspond à la base de données. Alors, pour initialiser un timer, donc il faut le choisir tout d'abord. Par exemple, entre l'étape 4 et l'étape 5, on a utilisé une temporisation pour laquelle on a choisi le timer TM0. Donc, on note ici sur le graphe 7, point de vue automate, on note le TM0 associé à l'étape 4 avec une durée de 6 secondes. C'est bon? Alors, pour l'écrire en ladder, alors ici, vous avez deux lignes. Alors ici, ça correspond à l'étape X4. L'activation de X4 lance la temporisation. Donc, il est lié à l'entrée du timer pour lancer la temporisation. Une fois X4 est activé, donc il lance en même temps la temporisation. Alors, l'automate, il va lire la fin de la temporisation sur la sortie Q. Une fois la sortie Q est active, ça veut dire que la temporisation est achevée. Et cette sortie-là, il active l'étape suivante qui est X5. Alors, la fin de la temporisation aussi, la fin de la temporisation désactive l'étape précédente qui est X4.
Donc ces deux lignes permettent de l'initialisation du timer TM0, dans notre cas utilisé entre l'étape 4 et l'étape 5. Alors au niveau langage IL, il suffit tout simplement de lire l'étape précédente, la variable automate de l'étape précédente, ici c'est x4, load x4, et mettre AA une fois il est actif. Une fois il est actif, il va activer le TM0 à travers l'entrée in, TM0 in, et lire continuellement la sortie Q. Alors si la sortie Q est active, il va activer l'étape X5. Voilà, donc ici on peut prendre un exemple d'application. On peut prendre un exemple d'application pour pour illustrer cette notion de timer. Donc ici on vous propose un graphe 7 qui représente le fonctionnement des feux de croisement. Alors on vous propose de le matérialiser à l'aide du langage, par le langage graph 7. Alors on commence par choisir les entrées de l'automate et les sorties. Pour chaque élément d'entrée, vous avez ici le départ cycle. On va lui choisir, on va le connecter à l'entrée I01. C'est l'entrée 1 qui est située sur le module 0. Alors on va utiliser 3, puisqu'il y a 3 temporisations, on va utiliser 3 temporisateurs, 3 timers. Alors le TM0, le TM1 et le TM2. Pour les sorties feu vert, feu orange, feu rouge, on va utiliser les sorties Q11, Q12, Q13. Alors on vous dit, on adopte le fonctionnement simple suivant. Alors on étudie uniquement une voie. Vous savez que le feu de croisement, il y a 2 voies. Nous, on va se limiter à l'étude d'une seule voie. Alors le vert s'allume pendant 6 secondes, l'orange s'allume pendant 2 secondes et le rouge s'allume pendant 8 secondes. Alors on vous demande de traduire les réceptivités en ladder, le traitement postérieur en nid et l'initialisation des compteurs en ladder. Alors pour le résultat, vous pouvez le faire vous-même et voir après la solution. Donc ici on va reprendre notre graphe 7 sur notre zone de programmation graphe 7. Donc vous avez 0, 1, 2, 3 et on revient pour recommencer le cycle. Donc vous avez remarqué qu'on a tracé le graphe 7 et chaque réceptivité elle a été traduite en langage ladder. Donc ici il s'agit de la réceptivité qui est associée à I00. C'est une lecture de l'entrée I00. Ici c'est une réceptivité qui est associée à la fin de la temporisation réalisée par TM0. Ici c'est une réceptivité qui est associée à TM1 qui réalise la temporisation suivante. Et ici, c'est une réceptivité qui est associée à la fin de la temporisation réalisée par TM2. Alors, pour le traitement postérieur, comme c'est demandé, on vous demande de la réaliser avec le langage IL. Donc, on lit load x1, ça veut dire lire la variable automate x1. Une fois elle est active, vous allez activer la sortie Q11. Q11, ça correspond à l'allumage de la lampe verte. Oui, c'est ça. Voilà, donc load x2, ici la lecture de la variable x2. Une fois il est active, vous activez la sortie Q12 qui correspond à l'allumage de la lampe orange. Et load x3, la lecture de la variable automate x3, une fois il est actif, vous activez la sortie Q13
qui correspond à l'allumage de la lampe rouge. F1 de programme. Alors ici, l'initialisation des compteurs, on a 3 compteurs, TM0, TMA, TM2. TM2. Donc X1 il est lié à l'entrée du TMA in et la sortie Q il est liée à l'étape suivante X2. Donc l'activation de l'étape de la variable d'automate X1 donne automatiquement le déclenchement de temporisation. La fin de la temporisation LU sur la sortie Q, il donne l'activation de l'étape, la variable automate X2 qui correspond à l'étape 2. Alors, la fin de la temporisation, il donne la désactivation de l'étape X1. Alors la même chose pour TMA, X2 il est lié à l'entrée T-in de TMA, donc c'est elle qui déclenche la temporisation. Alors la fin de la temporisation, il met AA, la variable d'état, et la variable automate X3. Et la fin de la temporisation donne la désactivation de l'étape X2 qui correspond à la variable automate X2. Alors X3, il est lié à l'entrée in l'automate TM, TM2. Donc c'est elle qui active, qui déclenche la temporisation. La sortie du TMA Q, il active, c'est elle, une fois il est égal à 1, il active la variable automate X1. Et la fin de la temporisation TM2 désactive aussi, désactive l'étape X3 qui correspond à la variable automate X3. Et voilà, je souhaite que à travers ce petit cours, à travers les exercices qu'on a vus, vous serez capable de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un automate programmable et comment on peut, en fin de compte, concrétiser ou matérialiser un graph set, soit en logique câblée à l'aide des bascules RS, soit en logique programmée, en programmant votre API, soit en langage ladder, soit en langage IL, soit en langage GraphSet. Alors merci à votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.